plusieurs façons, de plusieurs manières. On peut être jeune par l'âge. On considère que ceux qui sont enfants, jusqu'à ce qu'ils atteignent un âge mûr qui dépasse la cinquantaine, ceux-là sont considérés comme des jeunes. Ils ont encore la force vive pour pouvoir travailler, produire, se reproduire. Cette jeunesse, c'est elle qui est le fer de lance de tout ce qui peut bouger. C'est la jeunesse qui en est le fer de lance. Quelle que soit l'époque, le lieu que vous choisirez, vous verrez que ce sont des jeunes qui ont fait que les choses ont bougé. La jeunesse a cette chance de pouvoir se mouvoir, pouvoir bouger. Et c'est en bougeant que les choses peuvent se faire. Bien sûr, ce sont les jeunes qui jouent au foot, ce sont les jeunes qui sont dans le sport, ce sont les jeunes qui sont dans la musique, ce sont les jeunes qui sont dans la mode, ce sont les jeunes qui sont à l'avant-garde de la création et de l'innovation. De tout temps, cela s'est passé comme ça. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, vous verrez que c'est l'histoire de la jeunesse. L'humanité a toujours bougé, l'humanité a toujours fonctionné sur la base de l'apport, de l'implication et des réalisations définitives, décisives de la jeunesse. Le chanteur Bob Marley disait que "It takes a revolution to make a solution." Pour que les choses changent, il faut une révolution. Et ça, le dramaturge autrichien Bertolt Brecht l'avait posé en d'autres termes. Brecht disait, celui qui est à la base de l'opéra de Katsu, un génie du théâtre, il disait que pour que les choses puissent aller de l'avant, il faut les changer, il faut changer les choses, et ces choses changées, il faut encore les changer. Vous changez un état de fait parce que vous voulez renverser un ordre qui est obsolète, un ordre qui n'est plus opérationnel, un ordre qui ne peut plus générer les résultats dont les individus ont besoin pour aller de l'avant. Mais quand vous changez cet ordre-là, vous l'avez fait sous le paradigme du balayage de l'ordre précédent. Et ce nouvel ordre-là, il faut encore le changer en permanence pour pouvoir répondre aux défis qui ne cessent de se présenter à nous. Et ça, quelqu'un que le docteur Ndongo Sylla adore, Frantz Fanon, nous disait que chaque génération, dans une relative opacité, découvre sa mission, à elle de l'accomplir ou de la trahir. Alors, ceux qui font les révolutions, ceux qui changent les choses, ceux-là qui font face à leur destin, ceux-là qui ne trahissent pas leur mission sur Terre, ce sont les jeunes qui doivent être le fer de lance. C'est eux qui doivent être en avant. C'est eux qui doivent être les avant-gardistes de cela. Nelson Mandela n'était-il pas un jeune? Avant qu'il ne se fasse arrêter et conduit en prison pendant 27 ans. Donc c'est tout jeune qu'il est entré en prison. Ceux qui ont fait la révolution américaine, c'était des jeunes. La révolution française de 1789, c'était des jeunes. Tous ceux qui ont porté des idéaux nobles et qui se sont engagés corps et âme pour donner
forme à cela ont toujours été les jeunes. Ceux qui se sont battus pour les indépendances ici chez nous, c'était des jeunes, dans la vingtaine et trentenaire, au plus. Okay? Donc la jeunesse, il ne faut jamais se tromper, c'est elle qui doit être en avant. De toute façon, quand on dépasse la jeunesse, on n'a plus la force de l'âge et certains combats sont derrière vous. Okay? Vous vous rappelez Cervantes quand il disait ô vieillesse, ô rage, au désespoir, ô vieillesse ennemie. Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Okay? Et le général de Gaulle lui-même le disait, la vieillesse est un naufrage. Okay? Quand on parle de bonus démographique, okay, que les démographes connaissent bien, les économistes connaissent bien, on peut entendre ce vocable sous plusieurs angles. Par exemple, les Chinois ont un bonus démographique parce que la population est telle que c'est un marché où tout le monde veut se retrouver. Parce que la consommation, elle est là, la demande, elle est là, le nombre est là. Ça, c'est un bonus démographique. Mais un autre bonus démographique, c'est la fleur de l'âge. Si vous êtes nombreux et vous n'êtes pas opérationnel, ça ne sert à rien. Et nous avons ce bonus démographique. L'âge médian au Sénégal est 18 ans pour les hommes et 19 ans pour les femmes. Le Sénégal est l'un des pays les plus jeunes au monde. Personnellement, je n'ai pas vu un pays plus jeune que le Sénégal. 18 ans, âge médian. Les plus de 65 ans sont 3% de notre population. Okay? 15% de la population a entre 0 et 4 ans. 50% de la population a moins de 40 ans. Okay? Et aujourd'hui, à 60 ans, on est opérationnel. Le Sénégal est un pays jeune à 70%. Okay? Nous avons un bonus démographique extraordinaire et il faut juste se demander ce qu'on en fait. Les Chinois aujourd'hui, ils savent ce qu'ils font de leur bonus démographique. Ils le savent très bien. Okay? Ils jouent sur ça. Okay? Ils savent que tout le monde veut approcher leur marché et ils vous mettent leurs conditions. Okay? Venez, nous sommes là, mais attention, attention. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais après 20 ans, vous nous transférez tout le bagage technologique et vous partez. Ou alors, nous faisons 50-50. Comme tout le monde veut être là-bas, les gens acceptent. Ils savent, eux, que ce bonus démographique est un levier puissant qu'il ne faut pas négliger. Okay? Nous avons un bonus démographique, mais nous ne l'utilisons pas. La jeunesse sénégalaise aujourd'hui, elle est caractérisée par des manques criards, par des déficits criards, déficit d'éducation de base. Okay? Les parents ont démissionné, et les jeunes se comportent n'importe comment. Okay? Déficit d'éducation académique sérieuse. Aujourd'hui, on dirait que notre système éducatif n'enseigne pas à nos jeunes à être des acteurs de développement. Non. Nous enseigne juste à réciter par cœur ce que vous apprenez, point. Notre système éducatif n'enseigne pas à nos jeunes à être créatifs, à innover, à inventer. Où sont les inventions des jeunes sénégalais? Nulle part. L'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Eli Bentoura, qui vient de nous quitter, enfin, qui vient de terminer sa mission ici, il ne nous a pas quittés, il est parti. Alors, un jour on échangeait, il me dit que nous, en Israël, ce qu'on fait, tous les jeunes qui veulent créer, innover, on leur donne 2 ans. Pendant ces 2 années, on te donne un local, tu ne payes ni le loyer,
ni le téléphone, ni l'eau, tu n'as aucune charge et à la fin du mois, on te donne un petit 500 000 francs CFA. Et il dit, après 2 ans, on va venir voir ce que tu as fait. Si c'est digne d'intérêt, on l'amène à un autre niveau pour t'accompagner, pour industrialiser cela. Et si ça n'a rien donné, il me dit, on aura quand même essayé. Alors, dans cet environnement, les jeunes, ils ne peuvent pas ne pas créer. Ce n'est pas un hasard si la plus petite caméra au monde a été créée par un Israélien. C'est ça qu'on utilise pour les opérations à cœur ouvert. Ce n'est pas un hasard si le bip-bip que vous entendez quand vous mettez votre vitesse arrière, ce bip-bip a été créé par un Israélien. Et la chose la plus connue, universelle, créée par un Israélien, c'est la boîte vocale. La boîte vocale du téléphone. C'est un jeune Israélien qui est issu de ce programme-là qu'il a inventé. Donc nous, notre jeunesse, nous ne la mettons pas dans des conditions pour sortir ce qu'elle a en elle en termes d'invention, de création, d'innovation. Rien n'est prévu pour ça ici, dans ce pays. Rien. L'ASPID, qui est le bras armé de l'État pour l'invention et l'innovation, ils ont un budget de 400 millions de francs CFA. 400 millions, s'ils payent leur salaire, achètent 2 machines, une voiture pour le DG, l'argent est fini. Donc rien pour l'invention et l'innovation. Et aujourd'hui, à la télé, j'ai reçu un Sénégalais qui est médaille d'or au Salon international de l'invention de Genève parce qu'il a inventé un nouveau système de gilet de sauvetage qui est complètement révolutionnaire. Mais personne ne le connaît, tout le monde s'en fout. Okay? Notre jeunesse aujourd'hui, elle manque criardement de repères par rapport à nous-mêmes. Okay? Nous avons été colonisés, nous avons une tradition, nous avons des religions et nous avons le modernisme. Voilà les 4 choses qui nous caractérisent aujourd'hui. La colonisation, nos traditions, le modernisme et nos religions. Aujourd'hui, le jeune Sénégalais ne peut pas se définir sérieusement par rapport à ces paramètres-là. Il ne peut pas. Parce qu'on ne le lui a pas appris. Le président Diouf disait que nous avions une jeunesse malsaine. Déjà en 88, il disait cela. Aujourd'hui, on a vu la jeunesse jeter des pierres au président de la République, lapider le président, chez nous, là, ici, à l'UCAD, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et cela est complètement inacceptable. Okay. Même un fou qui se promène comme ça, on ne doit pas lui jeter des pierres, à plus forte raison une autorité de cette dimension. Mais cela n'est rien d'autre qu'une résultante directe de la perte de repères de la jeunesse sénégalaise. Nous qui sommes ici souvent, nous ne voyons pas les choses se dérouler. Mais si vous allez dans la banlieue dakaroise, à Thiaroye, à Yeumbeul, à Keur Massar, vous voyez une jeunesse en totale perte de repères. Totale perte de repères. Cette jeunesse aujourd'hui, elle a un problème de repères parce que devant et en haut, il n'y a pas aujourd'hui des références qui soient à même de servir de modèle et de direction. Okay. Et finalement, cela a des répercussions dramatiques sur tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale qui insulte publiquement peut être un repère? Est-ce qu'aujourd'hui, les politiciens qui se crêpent le chignon sont des repères? Est-ce qu'aujourd'hui, les marabouts qui se sont laissés corrompus par l'argent facile sont des repères? Vous voyez, nous avons des problèmes sérieux de repères. Et cette jeunesse, souvent une jeunesse, elle est victime de quelque chose parce que elle a besoin justement qu'on l'aiguillonne, elle a besoin qu'on lui donne des repères, elle a besoin qu'on lui donne
les armes qu'il faut pour se battre dans un monde qui n'est pas aujourd'hui un monde de cadeaux. Rien n'est gratuit. Alors, notre jeunesse, elle a un manque sérieux par rapport à l'émergence et au développement, un déficit sérieux, c'est qu'elle n'est pas impliquée du tout. La jeunesse n'est pas du tout impliquée dans le processus de développement et dans le processus d'émergence. Moi, les jeunes qui sont là, j'ai demandé à mes étudiants en doctorat, personne parmi eux n'avait lu le plan Sénégal émergent. Qui a lu ça ici? Quel jeune l'a lu? Il n'y a pas, je dis, c'est une catastrophe. Il y a une totale absence d'appropriation de ce plan d'émergence de la part de la jeunesse. Totale, entière. Je demande à mes étudiants ici à l'UQAD, plein d'étudiants comme ça, personne n'a lu. Personne. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu un quelconque processus de présentation de ce plan qui doit faire émerger le Sénégal à la jeunesse sénégalaise. Elle n'est pas impliquée. Ça, c'est une catastrophe. Et ça, je l'ai dit au président de la République. J'ai dit, monsieur le président, votre plan ne peut pas marcher. Ah, 80% de la population n'est pas impliquée. Il ne peut pas marcher. Ah bon, j'ai dit, mais monsieur le président, dites-moi le contraire. Ou est-ce que vous avez un plan, un processus, une démarche, quelque chose qui implique la jeunesse et qui l'amène à s'approprier ce plan-là? Ou montrez-moi ça. Ah, tu as raison. J'ai dit, mais monsieur le président, ça c'est une catastrophe. Une vraie catastrophe. Alors, cette émergence dont on parle, c'est quoi? C'est vrai, la Banque mondiale a sorti ce concept, ce vocable, pour dire que oui, certains pays, là, elle parlait des dragons asiatiques qui commençaient, la Malaisie, Singapour, etc., qui commençaient à voir qu'ils peuvent y aller d'eux-mêmes, ils peuvent réaliser des choses. Et le niveau d'éducation a augmenté, incidemment, le PIB augmente, le PNB augmente, les infrastructures sont là, et petit à petit, les gens commencent à sortir de la pauvreté. Alors, en économie, nous avons ici le docteur Ndongo Sylla, docteur en économie. Il y a plusieurs écoles possibles en économie, plusieurs écoles de pensée, etc. Mais tout le monde est d'accord sur un paramètre en économie. Si le niveau d'éducation augmente, la productivité augmente. Okay? L'éducation comme matière première pour aller de l'avant est incontestable. Okay? Tous les pays émergents ont des systèmes éducatifs performants, tous sans exception. Si vous avez un système éducatif qui claudique, qui boitille, qui est commenté, vous n'allez jamais émerger. Je dis jamais. Jamais. Et ça, je le dis aussi c'est simple, hein? Dans tous les pays émergents, l'éducation coûte cher. Vous payez cher pour avoir la meilleure éducation. Je dis aux étudiants, la bourse, c'est un facteur de non-émergence. Tant qu'on paiera la bourse là, dans ce pays ne sera jamais émergent. Il faut supprimer les bourses à l'université. Il faut supprimer ça. Pourquoi? Parce que quand on vous donne la bourse, on vous clochardise, on vous appauvrit. Vous prenez une fille qui vient de là-bas à Kumpentum, vous l'amenez ici à Dakar, vous lui payez 18 000 francs, demi-bourse, 36 000 francs.
Comment voulez-vous qu'elles vivent décemment dans cette jungle de Dakar? Et vous savez, les étudiants qui habitent à l'intérieur du pays, quand ils ont la bourse, vous savez, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Passe par le Wari. Mais c'est une grosse catastrophe. Aucun de nos étudiants ne peut acheter un livre. Aucun. Ils ne peuvent pas. Demi-bourse, 18 000 ou 36 000. Comment tu vas vivre ici à Dakar avec 36 000? Les filles, elles vont se prostituer. Les garçons, ils font n'importe quoi. Parce que c'est pas normal. Bon, ça c'est la première. La seconde chose, l'éducation. On la finance. Il faut financer l'éducation pour que le cadre dans lequel on est soit agréable. Pour que les enseignants soient motivés, il faut bien les payer. Pour que les contenus soient mis à jour. Et ces trois choses-là, c'est de l'argent. Mettre les gens dans un cadre. Nous, à l'université, là, le cadre de l'université est complètement obsolète. Il n'y a plus une université normale dans ce pays, dans le monde, qui a un cadre comme nous. Kali Madjahate Kalala, ce n'est pas normal. Okay? Il faut financer le cadre, il faut financer les enseignants. Dans les meilleures universités au monde, les enseignants sont traités royalement. C'est ça qui attire les meilleurs. Ah oui? Et les contenus, il faut les mettre à jour. Un étudiant sénégalais qui est mort en 1975, s'il se levait au jour de sa tombe, il vient, il fait son cours. C'est le même cours. Ah, le même cours. Moi, le cours que j'ai fait, c'est le même cours. Les contenus, il faut les mettre à jour. Et pour ça, il faut payer des gens qui réfléchissent, qui travaillent et qui font que les contenus sont conformes aux réalités de ce monde-là. Et ça demande de l'argent. Donc, un système comme ça, là, ça ne nous mène nulle part. J'ai dit, il faut supprimer la bourse. Et à la place de la bourse, ce qu'il faut faire, c'est que les étudiants, au lieu de leur donner 36 000, 18 000, il faut leur prêter 2 millions. On vous prête 2 millions. Et sur les 2 millions, maintenant vous ne payez plus 25 000, tout ça là. Ça, c'est du misérabilisme. On ne finance pas l'éducation par ça. Vous payez 500 000. OK? On vous donne un ordinateur, on achète, on règle tous vos problèmes, et tous les mois, on vous donne 250 000 francs. Pendant 10 mois. Pendant 3 ans. Ça vous fait 6 millions. Et à la fin de vos études, vous avez 10 ans pour payer ça. Donc on quitte la bourse là, et on va à l'éducation, on la finance. Dans tous les pays sérieux, tous les pays émergents, l'éducation coûte cher. Et ça là, ça ne nous mènera nulle part. Donc, condition de l'émergence, éducation, une bonne éducation. Sans ça, vous perdez votre temps. Condition de l'émergence. Avant les buildings, les routes, tout ça là, il faut éduquer les gens à avoir des comportements émergents. Ah oui, dans tous les pays émergents, les gens sont sérieux, travailleurs, disciplinés. Tous les pays. Okay? Si vous allez à Singapour, Singapour, jetez votre chewing-gum, vous vous retrouvez en prison. Okay? Tout de suite. Okay? Parce que le président Roux, qui a vraiment révolutionné le pays, il a dit la base de tout, c'est la discipline. Sans discipline, on ne va nulle part. Et nous, franchement, nous ne sommes pas disciplinés. Très indisciplinés. Nous ne savons pas être à l'heure. Tout le monde vient en retard. Tout le monde. C'est tellement grave que quand tu es à l'heure, non. Moi, mes étudiants, ils le savent. Je ne suis jamais en retard. Et si je rentre, personne ne rentre après moi. Allez vous faire apprendre à être à l'heure. Moi, dans mon cours, vous êtes à l'heure ou rentrez chez vous. Parce qu'à un certain niveau, il n'est plus permis de faire ça. Et après, les conditions de l'émergence, il y a bien sûr l'investissement productif. Investissement productif, on regarde les secteurs où la valeur ajoutée est présente et assurée, et on met là-bas de l'argent.
On met là-bas de l'argent pour travailler à dépendre de nous-mêmes. C'est ça un investissement productif. Ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui chez nous. On met de l'argent pour encore dépendre des gens. Regardez cette autoroute-là, c'est une catastrophe. On ne peut pas, nous, on met tout cet argent-là, plus de 300 milliards, et après, c'est pour une entreprise étrangère pendant 35 ans. Ça n'a aucun sens. Comment on va émerger comme ça? Okay? Le président Orange, là, leur contrat arrive à expiration à 2017. Et si nous ne pouvons pas gérer une entreprise de téléphonie normalement, mais c'est que nous ne méritons pas d'exister. Tout simplement. On ne peut pas gérer une entreprise de téléphonie. Je ne suis pas sérieux. Okay. Ces gens, chez eux, là, vous pensez que nous pouvons aller et posséder leur entreprise de téléphonie? C'est pas possible. D'ailleurs, les États-Unis, ils ont voté une loi contre 2 entreprises. Huawei et Dubai Portworx, ils ont voté des lois contre elles. Ils disent, vous ne venez pas ici. Parce que Huawei, ils viennent chez vous. Et finalement, ils finissent par tout posséder. Et une partie du réseau le réseau intelligent de Orange en France, c'est Huawei qui l'a déployé. Et le réseau de SFR en France, c'est Huawei qui le gère. Et ils commencent doucement, les Chinois. Ils sont très patients. Ils ne sont pas comme nous. Ils commencent doucement. Ils disent non, nous. Ils ont déployé le réseau intelligent de la Sonatel ici, de Orange. Et ils leur ont dit, nous vous installons le réseau. Vous ne payez rien pendant 5 ans pour voir si ça marche ou pas. Ça va marcher. C'est eux qui ont installé le réseau de Saudi Telecom, qui gère le plus grand événement au monde, le pèlerinage à la Mecque. Ils ont un réseau, une plateforme qui peut prendre 10 millions de conversations téléphoniques à la minute. Ils sont bons, les Chinois. Ils sont patients. Ils disent 5 ans, vous ne payez pas. Non, vous essayez seulement. C'est pas grave, l'argent, on va voir. On ne peut pas, moi je dis personnellement au président de la République, on ne peut pas émerger dans la dépossession. C'est impossible. Nous sommes dépossédés de la téléphonie, ça appartient aux Français. Nous sommes dépossédés de notre port, ça appartient aux Français. Nous sommes dépossédés de nos chantiers navals, ça appartient à des Portugais. Dakar Nav, là, ça appartient à des Portugais. Nous sommes dépossédés de bien sûr, l'aéroport, nous sommes dépossédés de tout. On ne peut pas émerger dans la dépossession. C'est impossible. Le docteur Mahathir, il a dit qu'on me montre dans ce monde-là un pays qui a appliqué les politiques de la Banque mondiale et du FMI et qui s'est développé. Parce que quand ces gens sont venus dans les années 80 pour dire oui, non, c'est-à-dire que voilà, il faut ajustement, il leur a dit, hey, vous avez des doctorats, nous avons des doctorats. Nous avons étudié dans les mêmes universités. Et ce pays, c'est nous qui le connaissons, vous ne le connaissez pas. Vos politiques-là, est-ce que vous les appliquez chez vous? Vous avez plus de problèmes budgétaires que nous. Vous êtes plus endettés que nous. Allez les appliquer chez vous. Quand ça marchera, nous aussi, on va regarder. Mais tant que... Parce que vous êtes non modèles. Il a joué avec... Vous êtes non modèles. Allez les appliquer chez vous. Après nous, on va les appliquer. Il dit, nous n'appliquons pas ça. Parce que tu es l'éducation, tu es la santé, tu es l'agriculture, tu es l'industrie. Et après, nous-mêmes, nous allons mourir. Et la Malaisie a émergé. Et il dit qu'on lui montre dans ce monde un pays qui a appliqué les politiques du FMI et de la Banque mondiale et qui a émergé. Ça n'existe pas. Le dernier exemple en date, c'est la Grèce. Dès que le FMI est entré là-bas, le pays est parti en l'air. Vladimir Poutine, la première chose qu'il a faite, quand il y a eu le pic des prix du pétrole, la première chose qu'il a faite, c'est de signer un chèque au FMI et à la Banque mondiale pour leur dire les dettes que Boris Yeltsin avait contractées, ces dettes-là, voilà vos chèques. Je ne veux plus vous voir.
allez vous voir, faire voir ailleurs. Vous êtes des ennemis. Nous ne voulons pas de vous. Appliquer les politiques de la Banque mondiale et du FMI, c'est contraire à l'émergence. Aucun pays au monde ne peut émerger avec ces politiques-là. Donc une condition de l'émergence, c'est de divorcer d'avec le FMI et la Banque. Parce que l'école qu'on a là aujourd'hui, la santé qu'on a là, c'est la santé du FMI et de la Banque mondiale. C'est les hôpitaux du FMI et de la Banque mondiale. C'est l'université du FMI et de la Banque mondiale. Ah oui, c'est eux qui sont venus en 81, quand Diouf est venu, on dit non, tu arrêtes ça, tu arrêtes ça. Ça, c'est nous qui étions dans l'école de Senghor. Nous, c'était l'école de Senghor. Okay? Nous, on n'avait pas ce genre de problème-là. Mais l'école de Diouf, qui est l'école du FMI et de la Banque mondiale, voilà le résultat. Moi, j'ai des étudiants en master, en doctorat, mais ils ne peuvent pas vous aligner, ils ne peuvent pas vous faire une présentation, c'est impossible. Calcul mental, même, ils ne peuvent pas faire ça. Ça, c'est l'école du FMI et de la Banque mondiale. Donc, condition de l'émergence, divorcer avec le FMI et de la Banque. Alors, comment faire ça? C'est avec ce qu'on appelle le courage politique que nos dirigeants n'ont pas. Ils n'ont pas ce courage. Parce que ces gens-là, quand vous divorcez avec eux, ben, préparez-vous à vous retrousser les manches. Alors, je disais tantôt que, il faut que je précise là, pour changer les choses, il faut une révolution. Incontestable. Maintenant, la révolution ne veut pas dire prendre les armes et se tirer dessus. Rien à voir. Je donne deux exemples. Les Canadiens ont fait ce qu'on appelle une révolution silencieuse. La révolution silencieuse, c'est, ils se sont dit un moment, ce n'est plus possible de vivre à côté des États-Unis et d'être aussi médiocre. On ne va plus accepter ça. Ils se sont retroussés les manches, ils ont commencé à travailler sérieusement. Et le résultat, il est là. Deuxième exemple, l'Inde. Ils ont fait une révolution en introduisant une toute petite phrase dans leur constitution. Toute petite. Ils ont dit désormais, il est interdit à l'État de demander ou de recevoir de l'aide. Il est interdit à l'État de demander ou de recevoir de l'aide. Alors, si vous ne demandez ni ne recevez de l'aide, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Travailler. Petite révolution. Grands effets. Il est interdit à l'État de demander ou de recevoir de l'aide. Donc, il faut travailler ou mourir. Et ça, c'est une révolution. Nous avons besoin de choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez suivi Gelawar, vous avez regardé Gelawar de Semben. Semben, c'était un vrai visionnaire. Okay? Et déjà dans les années 74-75, il fustigeait l'aide. Et cette aide-là, c'est elle qui va enfanter tous nos désespoirs. Toute notre catastrophe va venir de ces sacs-là qu'on nous envoie. Et d'ailleurs, les économistes le savent, en économie, il n'y a pas d'aide, ça n'existe pas. L'aide, même, ça n'existe pas. Okay? Tout ce qu'il y a, c'est des placements. On vous donne du riz et après, vous nous donnez quelque chose d'autre. Okay? Nous l'avons vécu avec le stade Léopold Senghor, que les Chinois nous avaient donné clé en main, mais en retour, ils ont pris nos poissons. Ils ont pêché tous nos poissons. Avec leurs énormes bateaux-là, ils ont pêché les poissons et en mer, ils transforment ça en farine de poisson, ils enlèvent ça. Et un cycle continu, et là, finalement, nos poissons sont partis. On a un stade, mais les poissons sont partis. Donc, ce que vous avez d'un côté, ben, vous le perdez. L'aide n'existe pas. Celui qui vous dit qu'il vous aide, soyez suspicieux. Il est suspect. Il est suspect. Parce que l'aide n'existe pas. Okay? Alors, dans ce pays, on parle d'émergence aujourd'hui. Et le président de la République a fait un plan, il a fait faire un plan, qui est le plan Sénégal émergent,
qui est là. Quelle est la vision du plan Sénégal émergent? Qui peut me dire ça? Quelle est la vision du plan Sénégal émergent tel que écrit dans le plan lui-même? Ce plan-là, vous voyez, le plan ne nous concerne pas. Le plan ne nous concerne pas. Personne ne connaît la vision. J'ai reçu des dignitaires de l'APR. Ils n'ont pas lu le plan Sénégal. L'administrateur de l'APR n'a pas lu le plan Sénégal. Personne ne connaît le plan. Quelle est la vision du plan Sénégal? Et il y a 9 facteurs de contingence dans le plan Sénégal émergent. Ils vous disent que si ces 9 choses-là se produisent, le plan, il est caduc, il est à l'eau. Il ne marchera pas. Et la première chose, il dit, c'est absence d'appropriation. Ah, et c'est normal quand les gens ne s'approprient pas un plan pour eux. Et ce plan, aujourd'hui, personne ne le connaît. J'ai dit au président, on vous a fourgué de la pacotille. Ce plan-là, c'est de la pacotille. Vous allez être là, les slogans, on va parler, mais sur le terrain, on ne verra rien. Parce que les préalables à ça ne sont pas là. Pas de préalable. Donc, ce PSE qu'on nous a vendu et qu'on nous vend encore, dont on parle, il ne peut pas faire émerger ce pays parce que les ressortissants de ce pays ne se sentent pas concernés par ce plan, ils ne sont pas impliqués, ni de manière conceptuelle, ni de manière factuelle. Donc, aujourd'hui, il y a zéro énergie populaire par rapport à ce plan-là. Zéro. Allez à Pirgourey et parlez-leur de PSE. Okay. Allez à Mbadakhoune et parlez-leur de PSE. Ils ne savent pas ce que c'est. Et sous ce rapport-là, le plan, il est déjà une défaite. Parce qu'il n'y a pas d'implication et d'appropriation de la part de ceux-là que ça concerne. Et la démarche elle-même, elle est fautive parce qu'on ne peut pas émerger en faisant venir des Marocains pour faire la cité de l'émergence. C'est pas possible. C'est anti-économique. Parce que la vraie économie, elle est toute simple. C'est ce que vous mangez, ce que vous portez et ce que vous utilisez tous les jours. Si ce que vous mangez, c'est vous qui le produisez, ce que vous portez, c'est vous qui le fabriquez, ce que vous utilisez tous les jours, c'est vous qui le fabriquez, vous envolez. L'économie est faite. Parce que l'économie, c'est ça. Les gens, ils travaillent parce qu'ils ont besoin de mettre des habits, de manger et d'utiliser des choses, c'est tout. Et ça, là, tant que vous n'arrivez pas à les régler, vous n'irez nulle part. Tous les pays développés, sans exception, ont des entreprises qui sont des champions. Ils ont des champions. Prenez n'importe quel pays au monde qui est au top. C'est parce que ce pays-là a des entreprises qui sont au top. Et qui fabriquent d'abord pour ce qu'on appelle un marché captif. Si vous n'avez pas ça, le cercle vertueux de l'économie ne va jamais s'enclencher. Okay? Investissement, consommation, travail, épargne, ça ne va jamais s'enclencher. Qui épargne aujourd'hui au Sénégal? Quelle est votre épargne à vous? Vous avez combien en banque? Voilà, c'est ça l'économie. L'économie, c'est pas compliqué. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le Chinois, il a beaucoup d'épargne. Donc, ça veut dire que l'économie marche. Donc, si, vous savez, en économie, c'est pas compliqué. Hein? C'est des phases. Okay? Vous passez par certaines phases pour pouvoir avoir une économie en pleine effervescence, où les choses marchent très très bien. Okay? Et bien sûr, l'émergence est une phase. C'est une phase nécessaire que vous ne pourrez pas, à laquelle vous ne pourrez pas échapper.
Mais cette phase-là, elle a besoin de préalables, okay, qui doivent être là, et j'en ai parlé. Il faut que l'éducation soit là, il faut qu'il y ait des comportements et des attitudes en conformité avec cela, et il faut des investissements productifs. Okay. Sans cela, jamais d'émergence. Vous pouvez en parler, hein, c'est pas grave. Parler, c'est parler. On parle. Mais dans la réalité pratique, concrète, vous ne pourrez jamais être émergent tant que les investissements dont vous avez besoin pour être en phase avec l'émergence. Vous pensez que le paysan sénégalais qui produit son arachide avec la houe, la daba, le kadiendo, le râteau, pensez qu'il peut faire émerger quelque chose? Pensez que ce paysan-là, qui finit de produire et on lui paye 200 francs CFA le kilogramme d'arachide. S'il a 1000 kilos, une tonne, et ça, un paysan qui a une tonne ici, c'est très bien, ça lui fait 200 000 francs CFA pour toute l'année. Il va aller où avec ça? Aucun paysan sénégalais ne peut aujourd'hui amener ses enfants dans les meilleures écoles du Sénégal. Aucun paysan sénégalais ne peut s'acheter une voiture. Aucun paysan sénégalais ne peut construire une maison décente. Aucun paysan sénégalais ne peut se payer une hospitalisation. Ils sont tous pauvres. Parce que ce qu'ils font les appauvrit. Il n'y a pas eu d'accompagnement pour les faire passer d'un niveau à l'autre. À un moment, il faut faire voir aux gens que non, on ne cultive plus des choses qui se vendent à 100 francs, 200 francs. Non, on cultive des choses qui se vendent à 10 000 francs CFA le kilo. Et ça existe. Mais ça, il faut amener les gens à ce niveau-là. C'est ça le niveau de l'émergence. L'émergence, c'est que ceux qui sont en bas commencent à sentir l'abondance. Elle est là, on peut la toucher. Le paysan peut toucher ça, l'éleveur peut toucher ça, le piroguier peut toucher ça. Bien sûr, c'est l'émergence qui est une phase nécessaire au développement. Et le développement, c'est pas compliqué, hein. Nous voyons des gens, des pays aujourd'hui développés. Un pays développé, c'est un pays où la majorité, la vaste majorité, l'écrasante majorité de la population a un accès facile au logement, à la nourriture, à l'habillement, aux infrastructures de base, éducation, santé, loisirs. Et les gens ont des attitudes et des comportements qui sont conformes aussi au développement. Si vous allez en Suisse, le citoyen suisse, il a intégré aujourd'hui, complètement, totalement, entièrement, que cette bouteille d'eau-là, si je finis de la boire, je dois la mettre à sa place, c'est un conteneur, c'est une poubelle. Mais nous n'avons pas intégré cela. Je bois, je jette. Ma tasse de café Touba, je bois, je jette. Okay. Ma peau de banane, là, je finis de manger, je jette. J'ai même envie d'uriner, il y a un mur ici, j'urine. Okay. Après, je pars. Okay. Ça, ce sont des choses qui sont contraires au développement. Alors, il y a des choses aussi qui n'amènent pas le développement. C'est l'endettement oisif. Ce que j'appelle endettement oisif, c'est vous empruntez de l'argent. Vous savez, il y a beaucoup de lâcheté dans l'endettement. La lâcheté, c'est que moi, en tant que décideur politique, je vais contracter une dette. Mais cette dette, ce n'est pas moi qui vais la payer. Je la fourgue aux générations à venir. Parce que les dettes sont à long terme. 20 ans, 25 ans. Je ne serai plus là, c'est clair. Le japonais, j'expliquais ça aux étudiants, je dis voilà pourquoi l'endettement, ce n'est pas un problème. Au contraire, en économie, il faut s'endetter. Mais le japonais, quand il contracte une dette, la première chose qu'il fait, avant de contracter la dette, il a son tableau d'amortissement de sa dette. Il a emprunté 100 milliards sur 10 ans avec 10% d'intérêt. Il sait que tous les ans,
il doit mettre de côté 10 milliards. OK? Et à la fin du cycle, il a son argent, plus même des intérêts qu'on lui a versés. Et quand le capitaliste va venir, il va lui signer son chèque et il va partir. Mais nous, quand nous empruntons, nous avons immédiatement, pas un tableau d'amortissement de la dette, un plan de consommation de cette dette. Tout de suite. On détourne même l'argent. Okay? Des gens se sont fait milliardaires, millionnaires en détournant tout simplement l'argent de la dette. Nous avons 3 000 milliards de dettes au Sénégal. 3 000 milliards. C'est environ notre budget. 3 000 milliards. Chaque mois, nous payons au service de la dette 50 milliards. 50 milliards. Ah. Non, au service de la dette, chaque mois. Nous payons au service de la dette 50 milliards par an, ce qui est 600 par mois, ce qui est 600 milliards par an. Je dis 50 milliards par mois. OK? Nous empruntons 30 milliards, mais nous payons 50 milliards tous les mois. Ce qu'on appelle le moulin du diable. J'emprunte 30, je paye 50. Je ne vais jamais m'en sortir. Et des gens se sont enrichis avec cet argent de la dette. Au jour dernier, là, il y a des gens, moi de ma part, je ne leur ai pas pardonné ça. Ceux qui ont détourné notre argent, là, pas acceptable. Donc, si vous vous endettez et vous ne pouvez pas payer votre dette, c'est normal que vous ne pourrez pas y aller. Alors, maintenant, au cœur de l'affaire, ici ce dont on parle, c'est la jeunesse, l'émergence et le développement. Mais j'ai posé la problématique. La jeunesse n'est pas impliquée dans le processus d'émergence et le processus d'émergence n'est pas enclenché dans ce pays. Nous avons des slogans, mais nous n'avons pas encore un processus réel, pratique, concret, qu'on peut toucher du doigt. Nous n'avons pas ça. Bon, ceux qui veulent maintenant se voiler la face, c'est bon, hein, ils peuvent le faire. Ceux qui sont partisans, machin, mais nous ne sommes pas partisans de qui que ce soit. Mais le processus d'émergence réel n'a pas encore débuté dans ce pays. Pas du tout encore. Okay. La jeunesse n'est pas impliquée, donc il n'y aura pas d'émergence. La jeunesse n'est pas impliquée, il n'y aura pas de développement. C'est aussi simple que ça, sans entrer dans des formules compliquées, sans entrer dans des alchimies de savants, machin, non. La jeunesse n'est pas impliquée, il n'y aura pas d'émergence. La jeunesse n'est pas impliquée, il n'y aura pas de développement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quelle est la solution à cela? À mon avis, on m'a interdit de dire mon humble avis, parce que c'est mon avis. À mon avis, pour trouver une solution concrète à cela, il faut une révolution. Ce n'est pas compliqué. Mais Dieu merci, nous sommes des pacifiques, nous n'avons pas de pistolets, d'armes, tout ça. Je ne parle pas de ça. Il faut un changement de fond en comble. Il faut changer le monde, changer, et changer ce monde, changer, comme disait Bertolt Brecht. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas représentés dans ce pays au niveau politique. Allez à l'Assemblée nationale. Au niveau gouvernemental, okay. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas représentés au niveau économique. Le jeune qui veut aujourd'hui, qui veut se retrousser les manches, qui veut être entrepreneur, mais il trouve devant lui un barrage de murs, avec plusieurs murs devant lui. C'est comme si tout le système se dresse devant vous pour que vous n'alliez pas. Le directeur de l'Harmattan peut nous le dire.
peut nous raconter tout de suite son odyssée. Hein, odyssée sénégalaise, pas grecque quand même. Parce que la Grèce. Mais quand vous voulez y aller, en tant que jeune, vous avez l'impression que tout le système se dresse contre vous. Le président de la République l'a dit. Il a dit, avec une pareille administration, on ne pourra jamais se développer. Il a dit carrément, l'administration est obsolète, elle est là pour elle-même, elle ne représente pas, elle n'est pas orientée vers l'émergence et le développement. Elle ne peut pas porter notre émergence et notre développement. C'est impossible. Okay? Elle est complètement obsolète. Les jeunes, aujourd'hui, à mon avis, c'est eux qui doivent se prendre en charge. Parce que nous avons une classe politique, hélas, qui n'est pas à niveau. Notre classe politique, elle n'est pas... Elle est immature. Vous voyez les chignons qu'on se crêpe entre Aïda et Fada, machin. Je vous jure, moi, je n'ai lu rien de tout ça. Je ne suis pas ça. Et nous avons une presse complice de médiocrité. Comment Aïda et Fada peuvent régler nos problèmes d'éducation, de santé, d'emploi? Ces gens sont en querelle de basse-cour, en positionnement personnel et en tamanté de mots. Je suis désolé, ils ne sont pas orientés vers le règlement de nos problèmes. Du tout. Et malheureusement, vous le voyez, hein, oui, mais des fois, c'est le président de l'Assemblée nationale qui insulte, le vice-président qui sort un pistolet, l'autre vice-président qui insulte tout le monde, qui a aussi son pistolet. Hein. La moitié des députés qui ne savent ni lire ni écrire, les gens qu'on nomme parce qu'ils font partie des amis, ils font partie des parents. Cette classe politique-là, elle ne peut pas porter notre émergence. C'est impossible. Quelqu'un me disait avant-hier que dans un pays où ce sont les politiques qui donnent aux pauvres, ce pays-là ne peut pas marcher. Si les politiques tiennent les pauvres avec leur laisse alimentaire, ce pays ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les politiques ne sont pas des travailleurs. Ils n'ont ni champ, ni bateau, ni usine, ni rien du tout. Ils sont riches. Comment ils font? Ils ont leur propre alchimie. Compliqué. Okay? Et comme me disait l'autre, l'argent, il ne disparaît pas. Il change de compte bancaire. Donc, nous, ceux qui sont en bas, s'ils ne travaillent pas à la sueur de leur front pour nourrir ceux qui sont en haut, c'est la grosse catastrophe. Donc les jeunes, ils doivent prendre en compte que le système qu'on a aujourd'hui, le système d'aujourd'hui là, le système est défavorable aux jeunes. Le système ne favorise pas l'émergence des jeunes. Le système n'intègre pas en son sein des processus qui ouvrent des boulevards de développement et d'émergence pour les jeunes. Nous avons un système encore colonial. Okay? Ce que le colonisateur avait laissé ici, nous sommes encore dans ces prismes-là. Et la catastrophe dans ça, c'est que Colbert, qui était un théoricien de la colonisation, avait dit, dans nos colonies, il ne faut rien fabriquer, même pas un clou. Et incidemment, les colonisés, il ne faut jamais leur apprendre à faire quoi que ce soit. Il faut juste leur apprendre à s'asseoir et à recevoir ce qu'on leur donne. Alors l'école de Colbert, c'est cette école qu'on a. Tu vas jusqu'au doctorat, tu ne sais rien faire. Rien du tout. Ma sœur qui est à la Sonatel, elle me dit, nous, à la Sonatel, on ne recrute pas quelqu'un sorti de l'université de Dakar. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, ah oui? Mais qu'est-ce que tu crois? Elle me dit, mais nous là, on n'a pas de temps là-bas. On ne recrute pas quelqu'un qui ne sait pas encore travailler. Et à l'université, on ne t'apprend pas à travailler. C'est l'université de Colbert.
On ne t'apprend pas à travailler. On t'apprend à apprendre par cœur et à réciter. Okay? Donc, ce système que nous avons, il n'est pas fait pour les jeunes. Les jeunes sont exclus du système. Les jeunes sont en marge du système. Et quand vous êtes en marge, quand vous êtes exclu, ben, vous devez prendre votre destin en main. Sinon, ben, vous n'y arriverez jamais. Mais regardez comme c'est catastrophique. Nous n'avons pas aujourd'hui, nous n'avons aucun processus pour intégrer les jeunes. On nous parle par exemple d'ANPEJ. Quel est le jeune qui a bénéficié de quoi que ce soit de l'ANPEJ? On avait FNPJ ici, on avait mis 5 milliards, ok, disparu. L'argent a changé de compte bancaire. Okay. J'ai un promotionnaire qui était directeur financier là-bas, il me dit, ah, tu sais, ici c'est compliqué. J'ai dit, comment? Où est l'argent? Il me dit, ah, moi l'argent je ne le vois pas. J'ai dit, tu es directeur financier? Il me dit, ah, c'est compliqué ici. On a un taux de remboursement de 2%. Ça va être la même chose avec le fonds pour les immigrés là. Il y aura un taux de remboursement de 0%. Okay. Donc, les jeunes aujourd'hui doivent se prendre en main. Ils doivent prendre leur destin entre leurs mains. Ils ne doivent rien attendre d'un système qui n'a rien prévu pour eux. Si vous êtes dans une gare, vous attendez un train qui n'est pas programmé, vous allez mourir de votre belle mort. Okay? Mais vous ne verrez jamais ce train-là. Donc, les jeunes, réveillez-vous, prenez des initiatives, okay? Créez des choses, faites sortir ce qui est dans vos têtes et démarrez par quelque chose. N'importe quoi. Okay? Démarrez par quelque chose, n'importe quoi. La jeune fille qui m'a habillé de ce habit-là, elle dit, moi je démarre. Okay. J'aime la mode, je vais sortir quelque chose de ça. Les Tchernoniens, jeunes valeureux, disent, moi, je n'attends personne, j'écris. Je produis quelque chose. Okay. Parce que l'histoire de l'avancement, c'est l'histoire de la production. Il faut produire quelque chose. Okay. Les jeunes ne sont pas formatés pour produire, ne sont pas formatés pour prendre des initiatives et, incidemment, ils ont une participation nulle, voire négative, sur le développement de ce pays. Un jeune qui casse un bus, est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire? Je dis à mes étudiants, mais nous sommes dans un monde aujourd'hui d'optimisation. L'optimisation, c'est quoi? J'ai un tout petit peu, j'essaie de faire en sorte que cela génère ait de la valeur ajoutée et que ça aille de l'avant. Mais casser un bus, c'est le contraire de l'optimisation. Donc vous êtes en déphasage complet et total avec le monde moderne. C'est un monde d'optimisation. J'ai très peu, j'essaie de voir comment faire aller ça de l'avant. Mais pas casser un bus. Cette mentalité-là, c'est-à-dire cet état d'esprit-là, ce n'est pas un état d'esprit, une mentalité d'émergence et de développement. En conclusion, notre jeunesse, pour ce qui est de l'émergence, elle n'est pas impliquée. Elle ne se l'est pas appropriée. Incidemment, son rôle est négatif, son rôle est nul, et on ne peut pas compter sur cette jeunesse-là parce qu'elle n'est pas impliquée. Elle n'est pas impliquée. Les soubresauts politiciens, ce n'est pas une vraie implication de la jeunesse. La jeunesse et le développement au Sénégal, pour le moment, on attend encore. Il faut renvoyer ça aux calendes sénégalaises. Je voudrais renvoyer ça aux calendes sénégalaises parce que le jeune Sénégalais qui est intelligent,
qui a des bras vigoureux, qui peut faire aller les choses de l'avant, encore une fois, il n'est pas impliqué. Si vous avez un cocktail aussi peu, j'allais dire, comestible, le résultat, c'est ce que personne n'a voulu. Okay? C'est un taux de chômage élevé, c'est du sous-emploi, c'est de l'oisiveté, okay? Et c'est des jeunes qui deviennent de jeunes vieux, qui sont vieux, mais qui sont toujours pris en charge par des vieux parents. Alors, la note positive dans ça, c'est qu'il y a des jeunes qui ont compris ce qui se passe. Souvent, les victimes, c'est ceux qui ne comprennent pas. Il y a des jeunes qui ont compris et qui se fraient un chemin. Aujourd'hui, l'Harmattan Sénégal, c'est la réalisation d'un jeune. La styliste qui m'a habillé comme ça, c'est la réalisation d'une jeune. Les jeunes Tchernoniens qui écrivent, la réalisation de jeunes. Ndongo Silla, qui est champion du monde, c'est la réalisation d'un jeune. Donc des jeunes qui n'attendent pas. Parce que eux, pour aller jouer au championnat du monde de Scrabble, c'est eux-mêmes qui ils y vont avec leur poche. Hein. Rien n'est prévu pour eux. Rien du tout. Donc la note positive, c'est qu'il y a des jeunes qui refusent cet état de fait et qui disent nous n'allons pas nous gaspiller notre jeunesse à attendre des gens qui ne sont pas là pour nous et qui vont y aller. L'autre note positive, c'est que il y a des jeunes aujourd'hui qui poussent et qui disent aux tenants du système attention, attention, attention. Nous sommes là. Et nous n'allons plus vous laisser faire n'importe quoi. Le 23 juin 2011, par exemple, l'a montré. Et nous avons, passé le virus au Burkinabé avec leur balai citoyen. Donc ça, ce sont des notes positives qui montrent que la jeunesse, de plus en plus, elle se réveille. Et troisième note positive, à mon avis, c'est que de plus en plus de jeunes, vous vous asseyez avec eux, vous discutez, ils sont conscients du fait que s'ils n'y vont pas, ils n'iront nulle part. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable que les jeunes aient conscience, une conscience totale, plénière, qu'on n'a rien prévu pour moi, mais je vais prévoir pour moi-même. Et je vais élargir ce cercle-là. Je suis allé à Yeumbeul le week-end dernier, et les jeunes du quartier disent la sécurité du quartier, maintenant, c'est notre affaire. La police, on les appelle, ils ne viennent pas, ils disent qu'ils n'ont pas de carburant, ils disent non, c'est dangereux, parce que tout ça. Maintenant, les jeunes, ils sont allés voir les riverains. Chaque maison met 2000 francs à la fin du mois, et ces jeunes-là sont responsables de la sécurité du quartier. Ça, moi, je trouve que c'est une note très, très positive qui montre qu'il y a une compréhension de la jeunesse sur le fait qu'on ne l'implique pas, elle va s'impliquer et elle va s'approprier son propre destin à elle, qu'elle ne va pas accepter qu'on la vendange. Je vous remercie pour votre attention.